On va parler d'analyse de la concurrence SEO. Alors, donc je suis Kevin Richard. Donc c'est moi là-bas. Donc je suis formateur SEO. J'ai créé aussi un outil SEO qui s'appelle SEO Observer. Je suis consultant et j'ai aussi quelques sites qui tournent avec AdSense ou avec Zanox, etc. etc. Je pense que généralement les consultants SEO, ils ont tous quelques petits sites sur lesquels ils font leurs expériences, juste pour vérifier si respecter les préconisations Google, c'est rentable ou pas. Ce sourire sous-entend énormément de choses. Alors, en fait, pourquoi est-ce qu'on va analyser la concurrence SEO? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Va y avoir différents éléments en fait. J'en ai listé 4. Pour moi, l'analyse de la concurrence, elle se repose sur 4 piliers. Donc déjà, le premier élément, quand on va analyser un concurrent d'un point de vue référencement naturel ou même payant, c'est essayer de comprendre d'où les concurrents tirent leur trafic. Je vais venir plus en détail après par rapport à ça. Ensuite, on va également essayer de comprendre, on va essayer de faire le deuxième point, comprendre comment font les autres pour faire aussi bien. C'est en fait, on va appliquer une démarche de reverse engineering sur Google. C'est-à-dire que si je vois un site qui, d'un seul coup, du jour au lendemain, arrive à monter en première place, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les méthodes qu'il a mises en place. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a fait pour plaire autant à Google, pour faire en sorte que Google le place en haut de son index. Donc ça, c'est une démarche un petit peu, on va essayer Ce qui se passe, c'est qu'avec Google, l'essentiel des ranking factors, donc les éléments qui vous permettent de vous positionner, c'est des éléments qui sont publics. C'est des choses telles que le contenu, le niveau de qualité du contenu, la longueur du contenu, etc. Les backlinks également, le nombre de liens qui pointent vers vous, etc. etc. Donc, du coup, l'analyse de concurrence SEO, ça va essayer de se dire, voilà, comment est-ce que je fais pour copier les meilleures pratiques et comment est-ce que je fais pour essayer de comprendre ce qui plaît à Google pour faire pareil et pour me positionner haut dans les résultats. On va également essayer de se demander quel est le potentiel d'un marché en fait. Quand j'arrive sur un marché, par exemple, je vais arriver sur un mot-clé X ou Y, n'importe lequel, et ben, l'analyse de concurrence, en fait, ça va plutôt être une analyse des forces en présence. J'arrive sur un marché et j'ai envie de regarder si ce marché, si j'ai une opportunité d'y aller ou pas. Là, je vais faire aussi de l'analyse de concurrence. Et enfin, analyser si le jeu en vaut la chandelle. En fait, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier si je vais me battre contre des mastodontes ou pas. Et ça aussi, l'analyse de concurrence SEO, c'est aussi là-dedans qu'on va pouvoir la retrouver. En gros, ça, c'est les 4 domaines dans lesquels on va avoir besoin d'analyser non pas le trafic de son propre site, mais celui des autres. C'est vrai que, c'est une simple parenthèse que je fais, souvent les SEO ou responsables SEO dans les entreprises ont tendance à regarder leurs stats, ont tendance à regarder leur site, leur trafic. Mais il y a plein de cas, donc là j'en ai listé 4, c'est 4 grandes catégories, où en fait on a besoin de comprendre ce que font les autres, de comprendre ce qui marche chez les autres. Alors, d'abord, le premier point, c'est analyser une visibilité. Analyser donc un site internet. J'ai envie de m'intéresser à un site internet et je veux comprendre, ce site internet, je sais qu'il a un gros trafic, par exemple, il a un rang Alexa. Donc le rang Alexa, c'est une métrique qui essaie de reconstituer le trafic que récupère un site internet. D'accord ? Donc c'est pas forcément, ça n'utilise pas les données du site. Ça utilise plutôt en fait une barre, une extension qui est installée sur beaucoup de navigateurs. Pareil pour SimilarWeb également. SimilarWeb, c'est un outil qui vous permet de comprendre si un concurrent a du trafic ou pas. Donc, imaginons que je tombe sur un site et que différents indicateurs me montrent qu'il a énormément de trafic, qu'il est très connu. Voilà, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui lui apporte du trafic. Et en fait, savoir ce qui lui apporte du trafic, c'est comme si on trouvait un petit peu une mine d'or. C'est comme si quelqu'un avait une mine d'or, ou c'est un peu comme si on avait par exemple quelqu'un qui était dans le désert et qui avait planqué donc des barils remplis d'argent et qu'on réussissait à récupérer ses coordonnées GPS. C'est pour ça. Donc, tout le monde aura compris, j'imagine, la référence s'il y a des gens qui sont amateurs de séries de type américaine qui s'appelle Breaking Bad. Voilà.
Je pense que vous aurez retrouvé le truc. Alors en fait, voilà, l'idée c'est de se dire, quand j'ai un site internet qui est très bien positionné et que ce site internet voilà, est pignon sur rue, quels sont les mots-clés finalement qui lui apportent ce trafic-là? Alors, tous les mots-clés de type branding. Imaginons par exemple, je vais prendre un exemple géolocalisé, 20minutes.ch. Les plus gros mots-clés de 20minutes.ch, ceux qui lui apportent le plus de trafic, ça va évidemment être 20 minutes, 20 mines, etc., etc. Ça va être des variations, ce qu'on appelle des mots-clés branding. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils ont déjà envie d'accéder à 20 minutes, mais au lieu d'aller dans leur barre d'adresse et de taper 20minutes.ch, ou bien au lieu de cliquer sur leurs favoris, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont taper ça sur Google. Ça, c'est ce qu'on appelle les mots-clés de type navigationnel. C'est-à-dire que je sais déjà où je veux aller. C'est comme les gens qui tapent Facebook, etc., etc. Ça va être les plus gros mots-clés. Mais ensuite, ce qui nous intéresse, c'est les mots-clés hors marque. Les mots-clés hors marque, ça va être des mots-clés qui vont être plutôt des gens qui se posent des questions. Donc ça, c'est les mots-clés informationnels. Ça va être recettes pour faire, je sais pas, recettes quiche Lorraine. Ça va être comparatif, tablette, ça va être des choses comme ça. Et l'avantage avec ces mots-clés-là, c'est que du coup, la personne ne sait pas déjà où elle veut aller. Elle n'a pas un a priori. Elle ne sait pas déjà qu'elle veut aller sur tel ou tel site. Et ça peut nous intéresser, puisque potentiellement, sur ce type de mots-clés-là, c'est le premier, c'est celui qui est tout en haut qui récupère le trafic. Alors que 20 minutes, je ne peux pas forcément réussir à me positionner sur le mot-clé 20 minutes, ou alors ce sera un peu plus bas, et je récupérerai des miettes. Ensuite, des miettes sur un trafic, enfin sur un volume de recherche qui est extrêmement important, c'est quand même des grosses miettes. Alors, en fait, comment est-ce qu'on fait pour analyser les mots-clés d'un site? Soit j'applique ce qu'on a entendu dans la conférence d'avant et je réussis à récupérer les mots de passe des comptes analytics de mes concurrents, soit je leur envoie un cheval de Troie, soit etc., etc. Soit sinon, je vais utiliser les services en ligne qui font ça. Alors, comment est-ce que des services arrivent à récupérer les mots-clés d'un site? En fait, c'est très simple. Tout en haut, là, donc c'est des petites screenshots, hein, le détail. Ce qui est important, c'est pas dans le détail. Le numéro 1, là, le point numéro 1, c'est le générateur de mots-clés d'AdWords. C'est-à-dire que, en fait, pour tous ceux qui ont déjà testé, qui ont essayé de lancer une campagne AdWords, etc., ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper un mot-clé et AdWords va nous suggérer des variations de ce mot-clé-là. J'ai tapé iPhone et donc il m'a sorti une fiche d'identité sur iPhone avec le trafic, le CPC recommandé, etc., etc. Et ensuite, il va nous sortir jusqu'à 800 expressions similaires. Donc il nous sort iPhone 5, iPhone au pluriel, iPhone 3GS, Apple iPhone, etc., etc. C'est le screenshot numéro 2. Et en fait, à chaque fois, il nous sort les volumes de recherche, etc., avec le niveau de concurrence et l'enchère suggérée. Et bien en fait, si on prend à chaque fois les suggestions, à chaque fois on va lui passer des mots-clés. On va lui passer un dictionnaire entier, on va lui passer voiture, cinéma, etc., etc. Et à chaque fois, on se prend les 800 suggestions et les 800, on les lui repasse, etc., etc. On fait ça plusieurs millions de fois. Et qu'à chaque fois qu'on a un mot-clé, par exemple iPhone 5 ou iPhone 6, je tape iPhone 6, je récupère le contenu de la première page de Google. Si on fait ça plusieurs millions de fois, eh ben, on va réussir à se dire, mais tiens, par exemple, en s'intéressant à un site internet, par exemple apple.com, eh ben, on va pouvoir prendre ces millions de pages de résultats. Donc, dans le jargon, on appelle ça une SERP, parce que Search Engine Result Page, SERP. Donc, si vous m'entendez parler de SERP, je ne parle pas de trucs agriculture ni quoi que ce soit, hein, je parle vraiment de ça. Donc, si on a plusieurs millions de pages de résultats, je peux dire, ah bah tiens, Apple, je le vois revenir premier sur iPhone 5, premier sur iPhone 6, etc., etc., etc. C'est ce que font en fait les logiciels. Alors, les logiciels de type donc SEMrush, Yoda Insight, etc., etc. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font ça. Ils font un scrap massif à la fois des données de Google, des suggestions et ensuite des résultats. Et à partir de là, on sait que mathématiquement, selon certaines études, etc., le CTR, c'est le taux de clic. Donc, si je suis premier sur une page de résultats de iPhone 6, par exemple, ça va dépendre des éléments qui sont là, mais grosso modo, je vais récupérer entre 10 et 30% du trafic du volume de recherche. Donc, exemple concret, hein. Sur iPhone 5, le volume des recherches mensuelles, il est de 165 000.
Eh ben, je sais que, imaginons, je donne des pourcentages très approximatifs, imaginons que le premier sur iPhone 5, il récupère 10% du trafic, eh ben, je sais que chaque mois, potentiellement, le mot-clé iPhone 5 va apporter à apple.com 16 500 visiteurs. Eh ben, si vous faites ça sur un très grand nombre de mots-clés, et que vous excluez tous les mots-clés de type marque, donc Apple, etc., vous allez pouvoir récupérer les mots-clés qui sont les plus intéressants. Je vais vous expliquer, je prends un exemple concret. Par exemple, en France, on a un site internet qui est, c'est un des plus gros sites internet, il s'appelle Comment ça marche, donc CCM. Donc c'est un journal, un portail très généraliste, etc. Ils ont fait un communiqué de presse en expliquant que c'était le quatrième, leur groupe en fait, entre eux, Le Figaro, CCM, etc. Leur groupe était la quatrième entité la plus visitée, enfin la plus génératrice de visites en France. Donc on a Google, Microsoft, Facebook, et ensuite leur groupe Figaro, CCM Benchmark, etc. Et ce que je me suis dit, tiens, quels sont les mots-clés qui leur apportent du trafic? Je suis allé sur SEMrush, et sur SEMrush, en fait, SEMrush me dit, voilà, ils sont présents sur chacun de ces mots-clés-là, sur Hotmail, Gmail, YouTube, SFR Mail, Facebook. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur tous ces mots-clés-là, par exemple sur Hotmail, vous avez en place numéro 1 Hotmail, etc. Et en dessous, en place 5, vous avez une page fiche d'identité ou un truc comme ça du site Comment ça marche. Alors, effectivement, on se dit 5e, c'est pas terrible, on n'est pas en première place, mais 5e sur un volume qui fait 37 millions de recherches par mois, je veux dire, même 5% de ça, c'est vraiment massif. Donc en fait, alors je ne suis pas en train de dire que les seuls éléments qui apportent du trafic à ce groupe-là, c'est uniquement Hotmail, Gmail, YouTube et compagnie, mais c'est simplement pour vous donner une idée. Je vais vous poser par exemple quelques questions. Alors, par exemple, il y a un site, c'est elle.fr, ELLE.fr, c'est un magazine féminin. Si aujourd'hui, je suis moi-même un magazine féminin ou j'ai envie de lancer mon magazine féminin et j'ai envie de savoir quels sont les mots-clés qui vont lui apporter du trafic, évidemment, on va se dire, tous ceux qui vont taper elle, magazine elle, etc., ça va être des mots-clés qui lui apportent du trafic. Mais les top mots-clés qui apportent du trafic au magazine elle.fr, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais, j'étais à fond dans le cliché, voilà, ça allait être des trucs de mode, machin, ou cuisine, trucs de nana, etc. C'est bon, vous pouvez me lancer des tomates, il n'y a pas de problème, j'assume. Et en fait, non, c'est encore plus cliché que ça, c'est horoscope. Je m'y attendais pas, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, donc voilà, par exemple, ça c'est une info qui vaut quand même son pesant de cacahuètes, parce que ça veut dire qu'un magazine féminin, en fait, ce qui lui apporte le plus de trafic, c'est tout ce qui est lié à l'horoscope. Ça peut influer énormément, ça peut avoir un énorme impact sur vous, votre stratégie. Vous êtes magazine féminin en face, vous dites, mais attends, eux, ce qui leur rapporte du trafic, c'est l'horoscope, il faudrait peut-être qu'on y aille aussi. Ok, donc horoscope, on va faire toutes les déclinaisons, les thèmes astro, etc. Alors j'ai un autre exemple, mais je comptais en parler, mais bon, c'est vrai que quand je suis devant 300 personnes, et en plus c'est filmé, et c'est un exemple qui est un peu not safe for work, vous irez voir le mot-clé qui apporte le plus de trafic au site doctissimo.fr. Je ne peux pas le dire, ça me gêne un peu, c'est une position sexuelle. Donc Doctissimo, c'est un site de médecins, et son top mot-clé, c'est le nom d'une position. Bon, ok. 20minutes.ch. Quand on fait le tri, qu'on enlève tous les mots-clés de type marque. Quels sont les mots-clés qui leur apportent le plus de traf? Pareil, sexe, horoscope et sudoku. En fait, à quoi ça sert? Et puis, évidemment, voici.fr, on est sur les classiques, Kim Kardashian, Booba et Secret Story. En fait, le truc, c'est que donc vous avez différents outils qui vous permettent ça, qui vous permettent de détecter un peu les mots-clés de vos concurrents ou de sites qui ne sont pas à vous. Ça, c'est très puissant. Donc vous avez Yoda Insight sur la partie France et vous avez SEMrush sur la partie suisse en langue allemande et sur d'autres bases, États-Unis, etc. Et l'avantage, c'est que vraiment, quand vous faites cette étude-là, ça change complètement votre manière de voir les choses. Vous avez, par exemple, on essaie de vous vendre un site.
On vous dit, ah, ce site, il a un super trafic, etc., etc. Boum, je le passe dans un de ces outils-là, et puis je vois directement ses positions sur Google. Et l'avantage, c'est que ça prend de la donnée directement depuis AdWords, donc c'est de la donnée, en principe, qui est assez sûre. Donc, voilà, le premier élément d'analyse concurrentielle en SEO, c'est l'analyse de la visibilité. J'ai envie de savoir vraiment ce qui apporte du trafic à un site internet. Et ça, par exemple, la qualité du trafic, ça peut vraiment être quelque chose un indicateur clé. Si vous avez que des mots de type marque, par exemple, vous essayez d'acheter un site, vous avez que le nom du site qui revient, c'est bien, ça veut dire qu'il a une forte marque, un fort branding. Mais si vous voyez que ces top mots-clés, c'est des mots-clés transactionnels de type acheter des broussailleuses, acheter tondeuse pas chère, ou je sais pas, des noms de voitures ou des choses comme ça, c'est potentiellement un trafic qui a beaucoup plus de valeur parce que c'est un trafic du coup qui apporte des gens, des prospects beaucoup plus chauds, qui sont beaucoup plus disposés à payer, etc., à acheter des produits. C'était le premier point. Le deuxième point, on va essayer d'analyser une opportunité. Donc pourquoi faire de l'analyse de concurrence SEO? C'est pour essayer d'analyser une opportunité. En gros, j'ai mis 2 exemples. J'ai mis donc ce qu'on appelle ici, dans le marketing classique, les low-hanging fruits, donc les fruits qui sont à portée de main. Et en face, ça c'est moi qui l'ai fait en fait. J'ai pris 2 images et puis j'ai superposé une pomme avec un mec qui est en train d'escalader. En gros, l'idée c'est de se dire, grâce à une analyse concurrentielle SEO, je vais voir s'il n'y a pas des mots-clés faciles à obtenir, il n'y a pas des niches faciles sur lesquelles je peux essayer d'arriver, qui vont générer du trafic, qui vont générer du business et qui vont me demander très peu d'efforts. Et versus, est-ce que je vais essayer vraiment de me positionner sur assurance auto ou rachat de crédit? Voilà. Est-ce que le jeu en veut la chandelle? Est-ce qu'au final, il vaut mieux pas se contenter de plus petites pommes, mais très faciles à obtenir, plutôt que d'essayer de foncer là où il y a la plus grande compétition? Ça, c'est un petit peu une mer rouge de sang, avec tout le monde qui s'écharpe dedans, et il n'y en a que très peu qui gagnent, alors qu'ici, il y a plein de petits mots-clés sur lesquels il est possible de se positionner, avoir un contenu informatif, mais pas trop, pour que les gens cliquent sur les pubs. Alors ça, par exemple, ce dont on parle, là, ce que je mentionne, il faut savoir que c'est 80% du travail des blogueurs US, des blogueurs affiliation. Vous avez des blogueurs qui bloguent par passion, donc qui racontent leur vie, leur voyage, etc., qui mettent leurs photos en ligne, etc. Mais vous avez plein de blogueurs, en fait, des blogueurs affiliation, notamment aux États-Unis, qui disent, bon, je vais essayer de me positionner sur un mot-clé sur lequel il y a suffisamment de trafic, pas beaucoup de concurrence SEO, et sur lequel je peux vendre un produit en affiliation ou des choses comme ça. Par exemple, des drones, par exemple, des ordinateurs, etc., etc. Et vous avez plein de blogueurs qui vont passer l'essentiel de leur temps à trouver les bonnes niches, à arriver à se dire, bon, allez, voilà, je vais par exemple aller sur le drone Phantom 3 et je vais essayer de faire une review de ce drone, etc., etc. C'est quand même un investissement de près de 400 €, plus il va falloir que je fasse un contenu le plus beau contenu du monde, etc. Et est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle? Est-ce qu'il n'y a pas déjà trop de gens sur cette thématique-là? Est-ce que c'est pas déjà saturé? Donc ça, c'est un élément aussi essentiel, parce que c'est 80% du travail en amont, en fait, avant de se positionner. Donc en gros, en analysant une opportunité, on répond à la question, le jeu en vaut-il la chandelle? On fait un arbitrage entre l'opportunité business d'un mot-clé et la difficulté à y arriver. Et en fait, comment est-ce qu'on va évaluer sa difficulté? C'est la slide d'après. En fait, on va regarder qui est présent sur la première page. Et quand on regarde qui est présent, on va essentiellement regarder sa popularité. Alors là, je vous ai mis un truc, ça peut vous faire peur, ne vous inquiétez pas, ça ne mord pas. En fait, ça, c'est un screenshot de l'outil que je porte sur mon t-shirt, forcément. En fait, c'est les 10 premiers résultats. Si vous tapez assurance auto sur Google en France, vous allez avoir un domaine, un search volume de 110 000 à peu près, et vous allez avoir les 10 premiers qui sont là, donc les Furets, Assureland, Direct Assurance, etc., etc. Vous avez les 10 premiers qui sont listés ici. Tout à droite, c'est la partie qui fait un petit peu peur, on va y aller dans quelques secondes, mais d'abord on prend un petit peu son souffle. Là, on a donc le classement, c'est comme si vous étiez sur Google, et là, ici, vous avez ce qu'on appelle les métriques SEO. Donc, on m'a demandé d'essayer de rester simple et voilà, d'aller droit au but. En gros, ce qui compte, ça va être de dire, je vais essayer de
vérifier la puissance des gens qui sont sur place. Comment est-ce que je fais pour vérifier la puissance? Je vais regarder si c'est des gens qui sont déjà connus, qui sont déjà populaires sur le web. Je vais vérifier si les sites internet sont gros ou pas, tout simplement. Qu'est-ce qu'un gros site? Eh bien, soit c'est un site qui a beaucoup de trafic, donc c'est un site qui est déjà positionné sur plein de mots-clés. Ça, c'est des métriques donc, de SEMrush qui, en fait, je vous ai expliqué tout à l'heure, il va analyser plusieurs millions de fois plusieurs mots-clés et il va dire, bon, bah, ça, c'est un gros site puisque je le vois sur beaucoup de mots-clés avec beaucoup de trafic, et ça, c'est un petit site puisqu'il est que sur un ou deux mots-clés et il n'y a pas beaucoup de trafic en plus. Donc ça, c'est ce qui nous permet de vérifier en fonction du nombre de mots-clés sur lesquels on a trouvé, en fonction de si c'est des gros mots-clés ou pas, ça nous permet de regarder si c'est des gros sites ou pas. Et également, il faut savoir que Google, dans son algorithme, prend en compte, en gros, deux grands éléments. C'est à la fois le contenu, la qualité de contenu d'un site internet, mais également la popularité d'un contenu. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui mentionnent ce contenu-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font des liens vers ce contenu-là? Et en fait, il y a des outils qui font ça, en fait, qui vont crawler le web entier et qui font comme ce que fait SEMrush pour les mots-clés. Eh ben, il y a des outils comme Majestic SEO, comme Ahref, etc., qui vont en fait crawler le web et dire « Ah tiens, j'ai trouvé un lien d'un site vers ce site-là. Ah tiens, j'ai trouvé un autre lien ici, ici, ici. » Et donc, du coup, on peut retrouver en fait les mentions qui sont faites vers un site internet. C'est-à-dire que si je passe un site, par exemple, si je passe performanceweb.ch, dans ces outils-là, on pourra me dire « Ah ben tiens, il a, j'en sais rien moi, 10 liens. Ah, si je passe tel gros site, si je passe 20minutes.ch, ah, il a 1 million de liens. » Et bien, voilà, s'il y a beaucoup de liens vers un contenu, déjà, c'est très difficile d'obtenir des liens, parce qu'il faut faire en sorte que les liens, que les gens fassent des liens vers nous le plus spontanément possible, si possible, sans acheter, sans spammer, sans rien. Et faire en sorte de ne pas dépenser d'argent, parce que c'est interdit, l'achat de liens aussi. C'est bon, Zineb, je dis bien? C'est bon, ok. Donc en fait, voilà. Là, ce qu'on a, c'est les métriques du root domaine. À gauche, c'est un petit indicateur qui va de 0 à 100, c'est logarithmique. Donc passer de 36 à 37, c'est pas... comment dire, au-delà de 50, c'est des très gros sites. Donc là, on est quand même sur une faune assez puissante. Et là, ici, on a une barre rouge qui nous dit que, en fait, grosso modo, il y a environ 634 sites uniques qui parlent de ce domaine-là. Là, il y en a 12 000. Donc, en fait, on voit que les forces en présence, on va faire une petite comparaison. Par exemple, sur cette page de résultats, ça commence à être quand même très saturé et on peut y aller que si on est un gros groupe. Si on est sur cette page-là, c'est même pas la peine. Hein. Apple iMac, il n'y a que Apple. Et les métriques du domaine d'Apple, elles sont connues. Hein. C'est 97 sur 100. C'est un truc, il n'y a que Twitter et Facebook qui font aussi bien. Et Google, évidemment. Et 2,7 millions de domaines. Donc, si jamais un jour, vous êtes une boîte et vous dites « Ah, mais moi, j'aimerais bien monter sur Apple iMac parce que c'est un super mot-clé. Voilà, il est cherché énormément. Bon, pas tellement. Mais il y a moyen de vendre des iMac et tout. » Eh ben, il suffit de jeter un œil à ça en se disant en fait, il n'y a que Apple sur cette page. Et c'est pas possible, on ne pourra jamais y arriver. Voilà, ça, c'est typiquement le mec qui monte sur sa montagne pour récupérer un fruit. Il n'y arrivera jamais. Alors qu'à côté de ça, on va prendre un truc, bon là j'ai fait exprès, hein, j'ai pris un mot-clé, un petit mot-clé, comparatif poussette. Il y a 800, 1000 recherches par mois, c'est vraiment pas terrible. Mais regardez, vous voyez, tout à l'heure, sur l'assurance auto, on était à 600, 1000, 10 000, 12 000. Là, on arrive à trouver des domaines qui sont à 13. C'est-à-dire qu'il suffit d'obtenir 13 liens, de bonne qualité, évidemment, etc., voire mention légale. Il suffit d'obtenir des liens de bonne qualité. Et vous voyez, le premier, il n'a que 61 liens, donc c'est atteignable. Celui-là, il en a que 13. Celui-là, il en a que 27. Donc là, on voit, et on a même des indices ici qui se rapprochent plus de 0. On est à 11. C'est facile d'obtenir 11. 20, c'est un peu plus dur. 50, c'est quasiment impossible. Mais voilà, ça, c'est typiquement le type de mots-clés que les blogueurs qui font de l'affiliation adorent. Parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont monter leur site en première place, ils vont faire un comparatif et plein de liens d'affiliation sortant vers Amazon. Si le contenu est de bonne qualité, tout le monde est gagnant, aussi bien le visiteur, le site et même Google, pourquoi pas, si le contenu est de bonne qualité.
C'est pour ça que les comparatifs, ça c'est une petite astuce, c'est ce qui marche très très bien parce que l'avantage c'est qu'on n'est pas sur un site marchand. Le comparatif, bon, parfois, même très souvent, c'est quand même biaisé parce que le mec veut absolument vous faire cliquer sur ces liens et tout. Mais il y en a qui se prennent pas la tête, qui mettent toutes les poussettes en disant allez-y, servez-vous, prenez celle que vous voulez. Et donc, dans tous les cas, il touchera sa commission. Mais l'avantage avec les comparatifs, c'est qu'on est sur quelque chose d'un peu plus qualitatif. Donc, du coup, voilà, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire mais comment est-ce qu'il a fait le premier pour arriver là? Quelle a été sa stratégie? Eh ben, on arrive au troisième pilier, en fait, enfin au troisième grand thème qui est analyser une performance SEO. Comment quelqu'un a fait pour arriver? Il n'est pas arrivé comme ça par hasard, lui. Google ne s'est pas réveillé un matin en disant tiens, quel est le meilleur contenu sur cette requête? Celui-là. Non, il y a des techniques, il y a des choses qui permettent de forcer le destin, entre guillemets. En fait, à travers différents éléments, à travers différents outils, il est possible de retrouver toute sa stratégie. Donc on peut voir, par exemple, là c'est analyse de Top Poussette, désolé Top Poussette si tu es là ou si tu me regardes sur Internet dans 6 mois, voilà. Donc en fait on voit qu'en analysant sa courbe de trafic, on se souvient bien, on n'a pas volé ces données-là, c'est des données publiques. En analysant sa courbe de trafic, on voit que ça marche plutôt pas mal pour lui, puisqu'il a un trafic apparemment que Google lui envoie d'à peu près 4000 visiteurs par mois. C'est honorable, surtout pour de la poussette, quoi. Il a pas mal de mots-clés aussi, mince, ça a coupé à droite. Donc on voit encore les métriques, 61, etc. etc. On va aller directement dans le vif du sujet. On voit ici tous les mots-clés du coup, qu'il lui apporte, parce que je suis parti de comparatif poussette, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres mots-clés? En les additionnant, plein de petites pommes que je peux réussir à obtenir. On a comparatif poussette, poussette de luxe, ah bon, poussette Louis Vuitton, comparatif poussette trio, poussette haute, évolutive, magazine, haut de gamme, luxe, running, etc. Running, ah ouais. Donc voilà. Donc là, en fait, vous avez la liste de tous ces mots-clés. Et surtout, il est premier à chaque fois sur ces mots-clés-là. Vous avez le volume, vous voyez que c'est des petits volumes, donc 300 recherches par mois, ça veut dire que ça fait 10 recherches par jour, donc le premier, il en chope peut-être 3 ou 4 des visites, c'est tout. Mais si c'est 3 ou 4 personnes qui sont motivées à acheter une poussette, voilà. Et enfin, la petite parenthèse, quand vous avez en fait cette liste de mots-clés, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous créiez une page par mot-clé. Évidemment, il faut les réagréger par thématique. Donc, je vais créer une seule page, par exemple, sur la thématique poussette de luxe haut de gamme. Donc, poussette de luxe haut de gamme et luxe sans le déterminant, sans le truc, sans le mot. Je vais créer une seule page pour ça. Je vais créer une page running, etc. etc. Bon, ça, c'est un truc un petit peu hors sujet. Et là, en fait, j'ai donc ces top backlinks, les plus beaux backlinks, c'est-à-dire tous les gens qui ont fait des liens vers lui. Je peux aller voir, donc il y a natachouetteandco.fr, blog Maman Lyon, etc., etc. Il n'y a que des blogs mamans, donc ça veut dire que c'est un linking, c'est des liens qui pointent, ils sont de bonne qualité puisqu'ils sont dans la même thématique, c'est des liens faits par des mamans, etc., etc. Et en fait là, j'ai toute sa strate. C'est ça qui est terrible et qui est effrayant avec le SEO, c'est que là, j'ai toute sa strate de mots-clés, je vois si ça marche pour lui ou pas sur le long terme, et je vois aussi tous les liens qu'il a fait. Et ensuite, il me reste quoi à faire? Faire pareil. Je vais aller voir chacun de ces sites, faire pareil et faire mieux. S'il a listé, s'il a eu des backlinks sur des blogs mamans, je vais aspirer tous les blogs mamans de la Terre, je vais essayer de faire un truc, je vais aller les voir en leur disant écoutez, voilà, j'ai pensé à vous, enfin j'ai le pur comparatif de poussette, qu'est-ce que vous en pensez, etc. etc. S'il y a des mamans qui sont réticentes, je leur file pas de billets, Attention, plus sérieusement, sur l'aspect achat de visibilité artificielle, Google est quand même assez tatillon. Il faut savoir un truc, c'est que quand vous êtes une marque et que vous envoyez des échantillons gratuits, en exigeant un lien retour, Google, il n'aime pas ça. Si vous envoyez des échantillons gratuits en disant rien, en disant regardez, testez notre produit, et que le lien que la personne vous fait est spontané et naturel, alors là, ok, ça passera. Mais si vous dites, écoutez, voilà, je vous propose un bon d'achat de temps, en échange, vous me rédigez un billet, il faut savoir que ça ne respecte pas les guidelines de Google. Ensuite, libre à vous de les respecter ou pas. Il faut savoir que si vous êtes en train de construire une boîte, que vous avez des salariés, etc., je vous déconseille de prendre des risques inutiles. Si vous êtes un blogueur ou si vous êtes quelqu'un qui n'a pas de problème particulier, c'est libre à vous, c'est à votre discrétion. Mais voilà, en gros, l'analyse de concurrence SEO, c'est ça. C'est à la fois
analyser donc les mots-clés qui apportent de la visibilité, c'est également analyser l'état d'un marché et analyser l'opportunité, et c'est enfin analyser la stratégie, analyser qu'est-ce que quelqu'un a fait, et ça c'est des logiciels qui existent et qui sont présents sur le marché. Merci.